toutes, bonjour à tous. Journée de grande mobilisation en Algérie. De nouvelles manifestations contre le pouvoir sont prévues ce vendredi. Désormais, jour phare des contestations dans le pays, malgré les annonces cette semaine des autorités pour tenter de calmer la contestation. Les appels à un quatrième vendredi consécutif de grandes manifestations ont donc repris hier, juste après la conférence de presse du nouveau Premier ministre, Nourdine Bedoui, qui a pourtant tenté de calmer les ardeurs des manifestants en annonçant la composition d'un nouveau gouvernement de technocrates, avec notamment des jeunes compétences. Des déclarations qui n'ont visiblement pas apaisé la colère des manifestants. Et on en parle dans un instant avec nos deux décodeurs du jour. Aziz Saïdi, rédacteur en chef de la Tribune Afrique, bonjour. Bonjour. Et Hafid Boutaleb, expert en relations internationales, bonjour. Bonjour. Nous parlerons également avec vous, messieurs, de Boeing, l'avionneur américain qui est pointé du doigt à cause de la fiabilité de son modèle, le 737 MAX. Plusieurs pays ont suspendu les vols à bord de cet appareil. Et face à l'ampleur des critiques, Boeing vient d'annoncer hier la suspension des livraisons de ses avions moyens courriers 737 MAX au niveau mondial. On en parle en détail en deuxième partie d'émission. Malgré donc le retrait de la candidature de Abdelaziz Bouteflika, le report des élections annoncé, l'annonce d'un nouveau gouvernement de technocrates composé essentiellement de jeunes compétences hommes et femmes, eh bien, rien n'y fait. Les manifestations en Algérie se poursuivent cette semaine. Il y a eu les lycéens, les étudiants, les collégiens avec leurs profs. Et puis aujourd'hui, il y a une grande journée de mobilisation qui est annoncée. Et visiblement, les manifestations, le degré de mobilisation sera très, très suivi aujourd'hui pour voir si justement les annonces du gouvernement ont réussi à calmer la contestation populaire. À quoi vous vous attendez aujourd'hui pour cette journée de manifestation ? C'est sûr qu'il y aura des manifestants qui vont sortir. C'est sûr qu'on va se retrouver avec des cortèges un peu partout dans les villes d'Algérie. Mais ce qu'il va falloir scruter, c'est l'ampleur de ces cortèges. Vous avez vu les images impressionnantes en provenance de Alger le vendredi dernier, où on a vu les balcons remplis de manifestants au-dessus d'un cortège de plus de 2 kilomètres, remplis à craquer. La presse a parlé de plus d'1 million de manifestants à Alger, plus de 3 millions partout dans le territoire. C'était conséquent. Jamais l'Algérie n'a connu un pic de manifestants pareil. Peut-être aujourd'hui ce sera plus, peut-être ce sera moins. On n'a aucun moyen de vérifier. Ce qu'on a pu voir depuis l'annonce, c'est que beaucoup de gens ont protesté. La plupart des meneurs et des personnalités qui ont été aperçues dans ces cortèges-là les semaines dernières ont condamné la proposition du président Bouteflika et ont appelé à continuer la contestation. Je pense à Jamila Bouhired, qui est une des résistantes du FLN pendant la guerre d'Algérie, à Ali Benflis, ancien Premier ministre, à plusieurs artistes, Kamel Daoud, qui est un écrivain. Donc aujourd'hui, il y aura contestation, mais jusqu'à quel point, après cette annonce de Bouteflika, les Algériens décideront de continuer leur lutte. Alors Aziz Saïdi, justement, sur les réseaux sociaux, les réactions étaient plutôt négatives par rapport à ces annonces faites cette semaine par le président Bouteflika ou par le Premier ministre. Donc on peut s'attendre éventuellement à une forte mobilisation aujourd'hui dans les rues d'Alger ? Oui, tout à fait. La mobilisation n'a pas, d'ailleurs, c'est pas que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, au lendemain du message du président Bouteflika disant qu'il renonçait au 5e mandat, mais qu'il restait tout de même pour la période de transition, il y a eu tout de suite des jeunes étudiants qui sont sortis avec des affiches en remplaçant tout simplement la mention 5e mandat avec 4+. Ouais. Donc, c'est dire que la rue algérienne voit dans cette annonce une sorte de manœuvre pour faire perdurer le système un peu plus longtemps. Et lui donner le temps en fait de se retourner et de choisir un nouveau candidat qui puisse porter le clan en place. J'ai envie de dire comme les Algériens le disent eux-mêmes. Je pense que la mobilisation va être forte quand même aujourd'hui. Et on l'a vu aussi par rapport à hier. Il y a eu quelque chose à signaler. C'est le derby d'Alger entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA, il a été boycotté par les supporters parce que, justement, on craignait qu'il y ait des débordements, mais aussi parce que les ultras et puis les supporters de ces deux clubs algérois font partie des têtes de pont du mouvement de mobilisation. Donc, c'est dire que le temps n'est pas, et d'ailleurs dans leur communication, les ultras algérois ont dit qu'on pouvait pas faire la fête et que maintenant
le football n'était pas du tout à l'ordre du jour puisqu'on avait une bataille à mener dans la rue. Ce sont des prémices qui rassemblées à beaucoup d'autres, laissent croire qu'aujourd'hui, pour le 4e vendredi de suite, il y aura une mobilisation importante. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Maintenant, c'est après la réaction, après le message du président Bouteflika et puis la réaction de tout le notamment du Premier ministre M. Bedoui, qui a promis la formation d'un gouvernement d'ici la semaine prochaine avec des compétences technocrates et des jeunes et des femmes. Mais on a aussi des informations ou des indices sur pas mal de personnalités qui auraient refusé de faire partie de ce gouvernement de transition. Et d'ailleurs, M. Boudoui, pour la première fois, a parlé du timing ou du temps que prendrait cette transition. Et il a parlé de moins d'une année. Ça veut dire qu'on se dirige quand même vers le premier message du président Bouteflika qui disait on va faire les élections, mais je vous promets de réorganiser des élections d'ici un an. En fait, le plan n'a pas changé, c'est juste quasiment la même proposition. C'est quasiment la même proposition, c'est juste les termes qui ont changé. Je crois, à mon sens, que maintenant, comme le disait Kamel Daoud, d'ailleurs, l'écrivain, il disait que le mur de la peur était tombé et que les gens s'exprimaient de plus en plus et que, il y avait un point de non-retour qui a été dépassé et que je pense que la rue algérienne et algéroise spécifiquement ne reculera pas tant qu'il n'y aura pas des indices d'une vraie transition. Alors justement, les manifestants algériens, on sait ce qu'ils veulent un changement de régime, avec un changement de la caste au pouvoir, mais c'est un changement qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors concrètement, si changement de régime et de système politique il y a, ça passe par quoi concrètement ? Comment ce processus peut-il se faire ? Aujourd'hui, les manifestants ont exprimé jusque-là, principalement les 3 premiers vendredis de contestation, ils ont exprimé leur rejet du 5e mandat. Mais au fond, ce qui a été exprimé, c'était le rejet du président Bouteflika. Donc la réponse qui a été offerte est totalement inadéquate. Et si aujourd'hui il y a manifestation pour demander à Bouteflika de dégager, c'est qu'on pourra totalement parler de révolution. Parce que jusque-là, c'était lié à un processus électoral qui n'existe plus aujourd'hui. Donc si les Algériens sortent massivement, on pourra alors parler de révolution, c'est-à-dire qu'ils demandent au chef d'État de s'en aller. Alors, dans ce contexte particulier, comment gérer une transition ? Il y a l'exemple tunisien, où l'opposition était totalement inexistante, et pourtant on a pu gérer une transition. Elle s'est faite avec un Premier ministre sortant, avec le président du Parlement. Donc c'était le Premier ministre à travers une constituante. À travers, oui, voilà. Mais les premiers jours, si vous vous souvenez bien, il y a eu prise de parole à la télévision par 3 personnes qui étaient dont le plus jeune avait 65 ans. C'était Renouchi, le Premier ministre tunisien, puis Mbeza qui était le président du Parlement, Fouad Mbeza, et puis le président actuel, Bajir Qaïd Sebsi. Donc les 3 personnes ont pris la parole pour rassurer les personnes et les Tunisiens, et puis commence à entamer de nouvelles négociations. Alors par contre, au niveau de l'exemple tunisien, il y a un cas important, c'est l'armée. L'armée avait décidé de ne pas agir, puis le chef d'état-major qui était Rachid Ammar avait clairement dit qu'il n'allait pas tirer sur la foule et qu'il n'allait pas défendre les positions de Bouteflika, de Ben Ali. Oui. Alors aujourd'hui, l'armée en Algérie, c'est quoi ? C'est le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a 80 ans et qui jusque-là a clairement été pour le système en place, qui lui-même est une des figures du système en place, qui est l'homme le plus fort aujourd'hui, même plus que le frère du président Bouteflika. Alors cette personne-là, à ce qu'il paraît, a été clairement on va dire menacé entre guillemets par les renseignements de puissances étrangères de ne pas en tout cas adjointe de ne pas faire un mouvement de militaire conséquent en parallèle aux contestations, ou aussi de ne pas tirer donc mobiliser la troupe pour tirer sur les manifestants. Donc il est aussi paralysé d'une certaine manière, mais il n'est pas question. Parce que selon vous, il a été retenu de ne pas justement. Non, il y a plusieurs analyses qui suggèrent ça. Plusieurs aussi médias internationaux qui ont suggéré que l'armée algérienne n'était pas 100% libre aujourd'hui, et qu'elle est scrutée internationalement et qu'elle a eu des consignes
d'homologues étrangers et de chefs d'État étrangers de ne pas faire évoluer la situation vers la violence, parce que pour l'instant il y a eu plusieurs occasions de faire déraper vers la violence, mais ça ne s'est pas fait. Donc il y a d'un côté la discipline des manifestants algériens qui ont fait preuve d'une grande discipline, de l'autre cette attitude étrange d'une armée d'un pays où depuis toujours l'armée a été très très violente. Et puis pour l'alternance, bon, moi je suis très déçu par une personne qui aurait pu conduire l'alternance, c'est Lakhdar Ibrahimi, qui finalement aujourd'hui a trahi d'une certaine manière la rue algérienne en disant que le président Bouteflika a 100% de ses capacités intellectuelles. Le monsieur ne peut même plus bouger, donc on peut pas parler de capacité intellectuelle. Le président, ça fait 20 ans qu'il est là, peut-être il est temps qu'il parte, et maintenant peut-être il faut voir au niveau de ces personnalités qui ont soutenu la rue. Il y a un homme d'affaires qui s'appelle Issa Drebra, pour l'instant il n'a pas réagi, et puis il y a Ben Flis, il y a Ben Bitour, un ancien Premier ministre. Bon, pour l'instant c'est encore flou. 9h38 sur Atlantique Radio, la suite de votre émission Les Décodeurs Atlantiques, et on parlait à l'instant de la situation politique en Algérie et des manifestations qui se poursuivent après les annonces des autorités. Et justement, on parlait il y a un instant de cette période transitoire qui risque d'être pour le moins compliquée, avec notamment le rôle que peut avoir l'armée dans cette période transitoire. Alors Ali Saïdi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'armée qui détient les clés de la sortie de crise en Algérie ? Qui détient les clés de la sortie de crise, je ne sais pas, mais en tout cas l'armée est sans aucun doute un acteur majeur de la scène politique algérienne, et ce depuis l'indépendance. On revenait sur le personnage du chef d'état-major Gaïd Salah, qui est un général qui a connu une montée fulgurante depuis l'arrivée de Bouteflika à la tête du pays. Il faut dire que lors de ce qu'on appelle la décennie noire, il y avait d'autres généraux qui étaient en vue, notamment Khalid Nezar, Toufir, Tartag, tous ces gens-là, et puis même l'ancien président. Mais tous ces gens-là ont été un peu mis de côté au profit de général Ahmed Gaïd Salah. Et d'ailleurs, sur les 2 dernières années, il y a eu des remerciements dans l'état-major et notamment les généraux chefs de chaque région militaire qui ont été remplacés. Et je pense que c'était aussi une manière de donner, de retirer la latence qu'avait l'armée pour pouvoir contester le pouvoir civil. Maintenant, on parle aussi, parce que l'armée, il y a l'armée en tant que telle, avec le chef d'état-major actuel, mais il y a aussi tous les personnages influents de l'armée qui ont été remerciés et qui ont parfois subi des humiliations très importantes lors des dernières années. Et je pense, il faut pas oublier que parmi les candidats de l'opposition, il y a aussi Ali Erdiri, qui est un général aussi, et on dit... À la retraite, c'est un général à la retraite, parce qu'il y a eu il y a eu une vague de généraux qui ont été remerciés, mis à la retraite. Des fois, certains ont été même mis devant la vindicte populaire. Ils ont été entendus par des procureurs. Ils sont passés par les geôles, et d'aucuns, beaucoup d'observateurs voient que celui qu'on appelait avant le dieu d'Alger, Toufir, qui était en fait le chef des services secrets algériens, et qui justement arrivait à manipuler la scène politique. Maintenant, ça a été réformé, et au profit de Gaïd Salah, et au profit de la partie de l'armée qui est restée fidèle à Bouteflika. Donc oui, l'armée a un rôle majeur. Mais je pense que ce rôle est beaucoup plus nuancé qu'on ne le croit. Cette armée, moi, parmi les scénarios qu'on pourrait craindre aussi, ce serait une scission au sein de l'armée. Oui. Ce serait que certains se mettent du côté de la rue et les autres du côté du pouvoir. Et là, il y aurait rien de plus dangereux pour l'Algérie. Il y a aussi d'autres, au-delà de l'armée, il faut aussi parler du FLN, qui est le parti au pouvoir depuis l'indépendance, et qui, de toute façon, tirait sa légitimité
des années de combat lors de la guerre d'indépendance d'Algérie qui avait fait beaucoup de morts et donc ce parti FLN donc qui détient le pouvoir depuis l'indépendance est aujourd'hui secoué par sa plus grave crise politique qui vient à un moment qui n'est pas anodin puisque c'est un moment où justement ces gens qui ont fait la guerre d'indépendance sont de moins en moins nombreux ou alors ils sont vraiment ils sont pour la rue en plus. Ils sont au crépuscule de leur vie. On a vu des défections très importantes au sein du FLN du fait que de la mobilisation de la rue. Il y a aussi le FCE qui est le patronat algérien qui a eu beaucoup de défections aussi. Le RCD qui est maintenant secoué et le RND où on conteste Ouihia. Il y a beaucoup de la scène algérienne, la scène politique algérienne risque de connaître beaucoup de soubresauts et je pense que c'est loin d'être on a loin d'avoir les prémices d'un décor clair sur une éventuelle transition. Maintenant par rapport à les hommes de l'opposition en tant que tels, il y a Ben Fliss bien sûr qui lui se voyait qui a déjà été Premier ministre de Bouteflika mais qui se voyait lui briguer la présidence après le premier mandat. C'est pour ça qu'il a été mis au placard. Il y a surtout la nouvelle opposition. Bon, il y en a un qui ressemble plus à un pantin médiatique qu'autre chose, c'est Rachid Ngaz qui avec cette entourloupe de présenter son cousin parce que lui ne pouvait pas le faire, son cousin homonyme. Il y a surtout deux opposants qui matchent plus avec les revendications de la rue qui sont Rani Mehdi et Missoum Aouran, mais qui ne pouvaient pas non plus se présenter selon les règles établies. Donc je pense que de toute façon les scénarios possibles, le meilleur pour moi serait, c'est aux Algériens bien sûr de décider, mais je pense que vu la situation actuelle, le fait de passer par une constituante est quelque chose qui est indubitable. Maintenant, on parle de conférence nationale organisée sous l'égide de l'Khdar Ibrahimi et en disant qu'il y aurait trois partis représentés, la mouvance présidentielle, l'opposition et la société civile. Encore une fois, quelle garantie sur des négociations nationales, qui sont portées par le régime qui est lui-même incriminé par la rue. Et j'en parlais, avec un trio humoristique dernièrement. Ça ressemble plus à ce qu'a fait Joseph Kabila en RDC ces 2 dernières années, une sorte de glissement institutionnel qui a duré 2 ans d'ailleurs, en évoquant un dialogue national et tout ça, mais qui lui a permis de gagner du temps, de gagner d'abord 2 ans sur son mandat, et puis en plus de pouvoir bien discuter avec Tshisekedi qui est son successeur et lui qui se sont échangés les garanties nécessaires pour pouvoir assurer la transition aux grandes dames des autres partis de l'opposition. Alors justement, pour conclure, Hafid Boutaleb, est-ce que la rue algérienne peut accepter justement ce statu quo et cette période transitoire qui risque de s'éterniser ? Si les Algériens voient que leur stabilité est menacée après plusieurs vendredis de manifestations sans qu'il y ait une réponse claire du pouvoir, peut-être que certains vont réfléchir à 2 fois avant de ressortir. Ceci dit, ce serait vraiment dommage puisque il y a aujourd'hui une occasion pour pouvoir construire sur de nouvelles bases, peut-être une république parlementaire comme ce qu'il y a en Tunisie, avec un pouvoir présidentiel faible au profit d'un chef du gouvernement et du Parlement, et peut-être de construire aussi un nouveau Maghreb avec de nouveaux visages, abandonner toute cette idéologie tiers-mondiste de non-alignés qui depuis 60 ans ne convainc plus personne, et depuis 60 ans est le discours officiel, et peut-être évoluer donc vers une Algérie qui accepte clairement les règles du marché international, puisque pendant longtemps ils ont été réfractaires à adhérer à l'OMC, ils ont refusé plusieurs règles, etc. Ils ont parlé de front du refus, un discours complètement stérile qui sur le terrain ne convainc plus du tout les Algériens. Aujourd'hui, il est peut-être temps de renouveler, et donc ce que propose le pouvoir avec une figure comme l'Khdar Ibrahimi qui elle-même est complètement dépassée, et puis Ramtan Lamamra qui lui-même n'est pas vraiment apprécié par la rue. Donc c'est vraiment une tentative un peu désespérée de
reprendre le calendrier en main et de dicter, de reprendre le temps en main et de ne plus laisser le temps entre les mains de la contestation. Mais ce n'est pas à la hauteur. Et peut-être ce serait passé si le président avait démissionné. Et ils auraient dû le faire. Pourquoi le garder comme ça? Donc, et en plus, franchement, ils ont ruiné son image. C'est ridicule. Ils ont ruiné. Cet homme est devenu un clown aux yeux de toute la planète. Il aurait pu sortir par la grande porte. Aujourd'hui, tout le monde se moque de lui. Un homme qui bouge à peine sa main droite. C'est ridicule. Cet homme il est dans la poubelle de l'histoire. En tout cas, on suivra avec attention la mobilisation ce nom Bouteflika, qui dans les années 70, qui avait quand même un certain poids dans tous ces pays de non alignés, etc. Aujourd'hui, est synonyme d'attachement inconditionnel au pouvoir d'un homme sénile qui est ridicule, qui est en fin de vie. C'est vraiment. Mais vous l'avez dit aujourd'hui, il n'est pas conscient de l'image qu'il renvoie justement. Mais même son frère devrait en être conscient. C'est dégradé totalement ce nom, cet héritage totalement. Il n'y a plus d'héritage Bouteflika aujourd'hui. C'est un héritage synonyme de ridicule, de sous-développement, de sénilité, etc. En tout cas, on suivra la mobilisation de ce 4e vendredi consécutif de manifestation. On passe tout de suite à la séance coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Juste avant de passer, si vous le voulez bien, juste avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, je voudrais quand même signaler que d'un point de vue marocain, et régional même en général, nous n'avons pas intérêt à ce que l'Algérie soit déstabilisée. On l'a vu. C'est sûr. On l'a vu avec la Tunisie qui avec beaucoup moins d'enjeux, on a eu sur certaines montagnes, on a eu des islamistes qui se sont très violents, qui se sont extrémistes, qui se sont installés et qui soufflent le chaud et le froid. Quand on voit la frontière sud algérienne qui longe le Sahel, une région déjà très imbibée d'extrémistes religieux, s'il y avait une déstabilisation de l'Algérie, ça serait vraiment très dommageable pour toute la région et pour le monde dans son ensemble, puisqu'on aurait un foyer très important similaire à l'État islamique en Syrie. Et puis je voudrais quand même saluer le peuple algérien qu'on disait vraiment muet par rapport à ça et qui a démontré sa pugnacité, mais surtout sa créativité. On a vu les affiches, on a vu les choses qui ont été produites par la jeunesse algérienne. C'était franchement foisonnant et c'était hilarant. Et l'exemplarité aussi des manifestants. L'exemplarité, tout à fait. Donc ça nous donne des raisons d'y croire et de croire en un avenir meilleur pour l'Algérie, mais aussi pour toute l'Afrique du Nord. Et ça serait aussi une manière, parce qu'un pouvoir qui s'est sclérosé sur des positions notamment hostiles au Maroc et avec un pouvoir qui est rien que plus logique et plus pragmatique, je pense qu'on devrait pouvoir discuter et ça serait pour le bien des deux pays. Il y a des points de PIB à gagner pour les deux côtés, mais bien au-delà que les points de PIB, parce que ce sont deux pays frères. Ouais. Alors moi je voulais en faire mon coup de cœur. Hein. Je voulais justement, la transition est toute faite. C'est votre coup de cœur aujourd'hui. C'est la rue algérienne, le peuple d'Algérie, les Algériens qui sont sortis civilisés, qui n'ont pas du tout repris les slogans du régime ressassés depuis tellement d'années et qui au contraire cherchent du renouveau. Je leur tire mon chapeau, je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite et que cette frontière s'ouvre et qu'on travaille de manière dépassionnée et normalisée comme nous travaillons plein d'autres pays, avec l'Espagne et comme d'autres pays sur notre avenir commun. Et on voit qu'on se ressemble beaucoup physiquement, culturellement, dans notre déjà, etc. Donc je pense à eux aujourd'hui et je leur tire mon chapeau, je leur souhaite bon courage. Moi c'est pire, je suis originaire de l'Oriental et donc on a des parties de la famille, de la famie en Algérie et vice versa. Donc voilà, et d'ailleurs, faut le rappeler, la région de l'Oriental et l'Oriental marocain et de l'Ouest algérien souffre de la fermeture de la frontière depuis tant d'années et elle souffre économiquement, socialement, même humainement. Il y a des histoires de drames humains qui absolument. Et ça, je pense que c'est une vraie ineptie historique et j'espère que ce qui vient de se passer en Algérie pourra. Si on peut au moins gagner ça, cette ouverture de frontières, ce serait très bien. Un coup de cœur parfait.